Bonsoir à tous et bienvenue à notre conférence sur le mythe du chat décrypté. Nous rappelons que cette conférence prend sa place dans la semaine de l'identification et nous verrons ensemble à quel point il est important que les chats aussi soient plus identifiés de nos jours. Donc, on va parler de ce fameux mythe du chat décrypté. Vous allez voir que le chat, il n'est pas si mythique que ça, hein. On le connaît bien maintenant. On peut vraiment l'aider dans beaucoup de choses. Donc, c'est une soirée assez innovante, hein, vous avoir en face en présentiel, premièrement, c'est un plaisir, après des années un peu compliquées, puis savoir qu'il y a, je crois, un peu plus de 1000 personnes derrière leur écran, on les salue aussi, c'est super, super intéressant. J'espère que cette soirée, elle vous permettra de mieux connaître vos chats, de mieux vivre avec eux, puis de leur permettre à eux de mieux vivre avec vous, parce que parfois, on n'est pas facile pour nos chats. Et puis aussi de comprendre la nécessité à la fois de protéger le lien, de le renforcer, de respecter leur nature profonde, et en les protégeant, pardon, et je le répète une fois de plus, les protéger, c'est aussi les identifier, c'est aussi leur donner une identité, dire à quel point ils appartiennent au groupe avec nous. Et on verra tout au long de la soirée, tout au long de cet exposé, à quel point ça peut être utile et intéressant dans de nombreuses occasions. Alors, je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si certains d'entre vous reconnaissent ce qui est à l'écran. Oui, je vois des dames qui font oui, oui. Celles qui sont déjà allées à l'exposition de Ramsès II à la Grande Halle de la Villette. Ce que vous voyez, c'est une momie de chat, hein. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était les plus anciennes traces de chats, donc embaumés, momifiés, et qui montraient une relation très forte. Alors, juste deux petits points là-dessus. Effectivement, il y avait des chats qui, chez les Égyptiens, avaient une relation très forte et qui, certains pouvaient être enterrés et momifiés avec leur maître. Mais en fait, c'était aussi un cadeau qu'on faisait beaucoup pour les rites funéraires. Et donc ça, c'est un peu moins gai. Il y avait des espèces d'industrie de production de chats momifiés, hein. Donc ça, c'est pas très drôle. Mais au-delà de ces 2000 ans, donc déjà, on sait que le chat est avec nous depuis 2000 ans. Mais on s'en doutait un peu parce qu'en fait, le chat s'est arrêté avec les humains, ou plutôt le chat a été invité par les humains à venir protéger notamment les silos contre les rongeurs, etc. Dès on s'est arrêté, on s'est sédentarisé. Et donc ça, c'est beaucoup plus loin, hein, c'est 8000 ans, 9000 ans. Et en fait, cette histoire, elle date de plus de 9000 ou 9500 ans. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir cette image. Cette image, elle montre une tombe, en fait, hein. Et c'est une tombe dans laquelle vous voyez à gauche des ossements humains. Et à droite, si vous regardez bien, on voit le crâne vers le haut. Il y a des ossements de chat, hein. Et donc, c'est la première tombe. Là, pour le coup, on a la certitude, quand un animal est enterré avec un humain, ce qui a une très forte valeur affective pour lui. C'est une tombe qui se trouve à Chilorokambos, à Chypre. C'est une équipe française, hein, qui les a découverts. Donc, on est assez fiers de ça. Et quand ils ont reconstitué, en fait, voilà, ça devait être comme ça, hein, l'humain devait être recroquevillé en position fétale et le chat à côté de lui. Et à l'époque, à Chypre, il n'y avait pas de chat. C'est pas une population native de chats, c'est-à-dire forcément, il avait été amené par son maître. Il était venu en bateau avec son maître, donc il devait avoir une valeur très importante pour lui. C'est le premier. Et les auteurs, hein, donc Jean Guilaine et Jean-Denis Vigne, qui sont notamment Jean-Denis Vigne qui est au CNRS, ne parlent pas de domestication d'ailleurs. Ils parlent de taming, c'est-à-dire ils parlent d'apprivoisement de chats, mais ils disent on ne peut pas considérer que ça a donné lieu vraiment à une domestication. Et encore aujourd'hui, et j'en parle un peu dans mon livre, on n'est pas sûr de pouvoir employer pour le chat le mot domestication. Parce que quand on domestique une espèce, on prend notamment totalement en main sa reproduction. On peut modifier. Alors oui, si on pense au chat d'élevage, bien sûr, domestiquer, modifier, etc. Si on pense à beaucoup de nos chats, qu'on appelle maintenant des chats européens, pour être politiquement correct, pour plus dire chat de gouttière, hein, parce que ils n'ont pas beaucoup changé d'aspect. Ils sont encore souvent un peu maîtres de leur reproduction. Et donc, est-ce qu'ils sont domestiqués? Pas tout à fait. Surtout quand on pense que certains de ces chats vont décider, c'est presque quelque part, je crois que pour certains, on le ressent parfois comme un défi, comme une injure à l'espèce humaine. Les chats peuvent décider de repartir à l'état sauvage.
C'est une des rares espèces. Nos chiens ne savent pas faire ça. Les chats, ce qu'on appelle des chats arrêts, hein, H-A-R-E-T, qui voulait dire chasser en vieux français, c'est des chats qui peuvent redevenir sauvages, se remettre à chasser pour eux-mêmes, se passer totalement de la compagnie de l'être humain. Donc, un animal où la domestication n'est pas encore totalement achevée. Et puis, vous voyez, en fait, et si vous êtes là, j'imagine, qui c'est qui a un chat dans la salle? Ok, c'était une grande majorité, pour ne pas dire une unanimité. Alors, on ne voit pas ceux sur Internet, mais on peut poser peut-être la question dans le Facebook Live. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que si vous êtes là, c'est que vous aimez les chats, sans doute que votre chat vous aime. Et c'est une histoire d'amour entre deux espèces qui n'ont rien de commun. Hein, et c'est là où c'est étonnant, parce que si on fait un petit comparatif, si on compare les humains et les chats, les humains, par exemple, c'est une espèce sociale qui ne peut pas vivre sans les autres. Les chats, ce n'est pas une espèce sociale. D'accord ? Donc ça, on pourra en discuter. J'imagine qu'il y en a qui ne sont pas forcément d'accord, mais on verra, il y a des choses qui font que les chats, évidemment, sont en relation avec nous, mais jamais dans une relation sociale. La relation sociale, premièrement, elle est liée à la hiérarchie, hein, et elle permet de prévoir les interactions entre les personnes et d'organiser, de faire société. Avec les chats, ça ne se passe jamais comme ça. Il n'y a pas de hiérarchie chez le chat, évidemment. Quand on fait des expériences et qu'on fait tomber un morceau de viande au milieu d'une colonie de chats, celui qui prend le morceau de viande, c'est celui qui est à côté. Hein. Alors que chez le chien, si on fait ça, eh bien, il va y avoir un leader qui va se dessiner, qui va, pas à 100%, mais dans 70% des cas, être celui qui va récupérer ça. Malheureusement, chez les humains, mais aussi chez les chiens, la punition peut être efficace. Ça peut être une façon d'apprendre. Façon qu'on est en train d'abandonner enfin, mais pendant des siècles, hein, il ne faut pas se voiler la face, les chevaux, les chiens, les enfants, on les a éduqués à coups de trick, à coups de badine, à coups de cravache. Et ça n'a jamais marché avec les chats. Hein. Les chats, vous leur faites mal, vous leur faites peur une fois, et c'est fini. Ouais, donc, chez le chat, évidemment, il est sensible à tous les stimuli négatifs. Et ça, on le verra, c'est vraiment un rapport avec un point primordial de son éthogramme, de son répertoire comportemental, c'est qu'il est à la fois une proie et un prédateur. Et quand on est une proie et qu'on n'est pas une espèce sociale, on ne peut pas tolérer les choses qui nous font peur ou qui nous font mal. Donc les chats ne vont effectivement pas le tolérer. Dans toutes les espèces sociales, il y a des formes de collaboration possibles. Et les chats, ce n'est pas une espèce sociale, ils ne savent pas collaborer. Alors eux qui sont si malins, qui sont si adroits, qui savent faire tellement de choses, les choses les plus simples, j'allais dire les plus bêtes, mais c'est jamais bête, mais les plus simples qu'on peut faire à une espèce sociale. Par exemple, vous mettez 2 moutons, vous mettez une corde avec une planche avec de la nourriture, où il faut qu'il y ait 2 moutons qui tirent en même temps pour la faire sortir de dessous un piège. Les moutons, ils vont y arriver. Les chiens, ils vont y arriver. Évidemment, les singes, ils vont y arriver. Les chats, ils n'y arrivent jamais. Parce qu'il faut collaborer avec l'autre. Ça, ils ne savent pas se synchroniser. Parce que c'est une espèce qui ne travaille pas comme ça. Donc, chez le chat, pas de collaboration. Dans tous les groupes sociaux, on vit dans ce qu'on appelle des phénomènes de fission-fusion. C'est-à-dire, on a besoin de se retrouver, vous n'avez qu'à voir pendant l'épidémie, comme on était séparés, comme on avait envie de se retrouver. Puis quand on est trop longtemps ensemble, on ne se supporte plus, on a besoin de se séparer. Et on n'arrête pas de faire ça, fission-fusion. Chez le chat, pas du tout ces phénomènes-là. Et donc, nous, comme on doit se séparer, se rapprocher, parfois on va se disputer, mais quand on se dispute, on sait généralement comment faire pour se réconcilier. Dans les espèces non sociales, et chez le chat, il n'y a pas de réconciliation. Malheureusement, les vétérinaires peuvent vous en parler. Quand on est fâché avec un chat, généralement, ce n'est pas très facile de redevenir ami avec lui. Donc ça, c'est des choses qui sont primordiales. Les humains se développent dans l'attachement. Les chats se développent dans l'attachement. C'est ça qui leur permet d'être en relation avec nous. Les humains se développent aussi en jouant. Ils aiment ça. Et les chats adorent ça aussi. Donc on voit que on a toute une partie de notre répertoire comportemental qui ne colle pas du tout avec le chat. Et heureusement, cette petite partie qui colle, et puis on aurait pu continuer avec une partie qui, elle, n'appartient qu'au chat et que nous, on n'a pas, hein, comme la capacité de chasse, comme d'autres capacités d'observation, comme le fait d'organiser, on en reparlera, son territoire avec des odeurs, des phéromones, des choses qui lui
permettent d'avoir une harmonie dont nous sommes incapables. Mais on a juste, on peut dire, au moins ces deux éléments, et ces deux éléments qui sont fondamentaux pour nous permettre de vivre ensemble et qui expliquent qu'on vit ensemble avec autant de plaisir, parce que avec le jeu et avec l'attachement, on y trouve évidemment tout notre plaisir. Alors, j'ai oublié de me présenter, alors juste quelques mots. Je suis vétérinaire psychiatre. C'est gentil de ne pas avoir ri. La dernière fois que j'ai dit ça dans une salle de vétérinaire, ils ont ri. Donc, ça me fait toujours plaisir. J'ai l'habitude de dire que pendant longtemps, j'étais un vétérinaire normal. Hein. C'est-à-dire que de 1985 à 2000, j'avais une clinique vétérinaire à Toulon. Vous avez peut-être entendu un peu l'accent. Et une clinique vétérinaire à Toulon. Et j'ai été 15 ans en clientèle. Puis, je me suis spécialisé en troubles du comportement, maintenant depuis 23 ans. Et quand on s'occupe de troubles du comportement, premièrement, on est soumis à beaucoup de souffrances de la part des chiens et des chats que l'on reçoit, des souffrances de la part des humains qui vivent avec. Je ne suis pas du tout dans une posture où je vais dire que les gens font mal les choses. Franchement, j'ai l'impression au contraire. Les gens, ils essayent de faire bien, la plupart du temps, en tout cas ceux que je vois, qui viennent me voir, et parfois ils sont dans des grandes difficultés. Et je me souviens d'un chien hyperactif qui était vraiment une épouvante et qu'on avait traité, parce que ceux-là, on les traite bien maintenant. Et la dame m'avait dit, il faut absolument que vous écriviez ce que vous faites, parce que les gens ne le savent pas. Et donc, ça a donné lieu à mon premier livre, La psychologie du chien, chez Odile Jacob. Puis après, j'ai beaucoup travaillé sur l'attachement. Et donc, ça a donné lieu au deuxième livre, ce qui s'appelle Au risque d'aimer, sur l'attachement. Et puis, en 2022, donc vous voyez que j'ai des gestations assez longues, hein, 2004, 2013, 2022, 9 ans de gestation, je bats les éléphants. En 2022, La folie des chats, hein, et alors voilà, La folie des chats, pourquoi j'ai eu vraiment une espèce d'urgence, la sensation qu'il fallait vraiment écrire ce livre. 15 millions de chats en France. Aujourd'hui, on pense même 15 millions 4 sans doute, enfin, donc énormément de chats en France. Et 2 fois plus que de chiens. D'accord ? 2 fois plus que de chiens. Or, en consultation spécialisée de troubles du comportement, je recevais quoi ? Je recevais 10 chiens pour un chat. Ça voudrait dire que les chats sont 20 fois moins sensibles aux troubles du comportement que les chiens. Qui c'est qui pense ça ? Je crois que personne ne peut penser ça. C'est simplement qu'on les rate. Hein, on ne les voit pas. Ou les propriétaires, parfois, n'osent pas nous les amener en se disant « on va me trouver très bizarre si je raconte ça hein, », parce qu'il y a des chats qui peuvent avoir des troubles spectaculaires, qui peuvent évoquer la folie. C'est aussi pour ça que ça s'appelle la folie des chats. Ça peut arriver. Il y a des troubles psychiatriques chez le chat. Il y a plus de gens hospitalisés par des attaques de leur chat que par des attaques de leur chien. C'est exceptionnel, hein, heureusement, hein, c'est rare. Mais de temps en temps, il y a des chats qui font du trouble bipolaire. Il y a des chats qui font ce qu'on appelle du syndrome dissociatif, qui est l'équivalent un peu de la schizophrénie. Et je peux vous dire que vivre avec un chat comme ça, à chaque fois, je suis bluffé par vraiment le courage des gens et leur patience, parce que ça peut être extrêmement dangereux. Au-delà de ça, il y en a énormément qui ont des troubles simples, des troubles de l'ordre de l'anxiété, de la phobie, de la dépression, qui se traitent parfaitement, mais qui, chez le chat, sont très souvent marqués par l'inhibition et donc par le silence des symptômes. Et donc, on s'était amusé, Yann Barthès s'était amusé à ça. Il me demandait un symptôme classique. Un symptôme classique de chat anxieux, c'est d'être obèse et de ne plus avoir de poils sur le ventre. Et ça, il dit, ah ben alors ça c'est rigolo, il a dit là il y a 2 millions de gens qui sont en train de regarder leur chat. Et effectivement, dans la semaine qui a suivi, j'ai eu je ne sais pas combien de coups de fil de gens qui m'ont dit j'ai regardé mon chat, il n'a pas de poils sur le ventre. Parce qu'on ne les voit pas, hein, ils sont souvent couchés dessus, etc. C'est souvent une découverte par la consultation vétérinaire ou vraiment une découverte par hasard. Le chat dit rien. On voit qu'il mange même trop puisqu'il est trop gros. On trouve qu'il va pas mal. En tout cas, il ne se plaint pas. C'est pas pour ça qu'il va bien. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut vraiment prévenir, il faut vraiment présenter ce risque et expliquer à quel point les chats sont différents. Ils sont pas... Maintenant, moi, à force de travailler avec eux, j'ai la sensation de les approcher de plus en plus. Mais ils nous forcent, hein, quand on est dans une consultation de troubles de comportement, de psychiatrie, on est obligé de se mettre dans la tête de l'autre. D'accord ? Alors, à la fois dans la tête du client et de lui montrer qu'on peut comprendre à quel point c'est compliqué ce qu'il vit.
hein, parce que quand, une fois de plus, quand vous avez un chat, par exemple, j'ai vu dans les questions qui sont arrivées par Internet, j'ai un chat qui fait pipi partout. Vivre avec un chat qui fait pipi partout, c'est pas très facile, hein. Et il y a très très peu de gens qui abandonnent leur chat pour ça. Et il y a des tas de chats qui ils ont la réputation d'être propres, mais ils le sont pas. Et il y a des tas de chats qui, comme ça, rendent la vie compliquée aux gens. Et les gens, ils essayent de trouver des solutions. Ils posent des questions à leur vétérinaire. Et les vétérinaires peuvent nous les envoyer. Et nous, on va essayer de rentrer dans la tête du chat. Et rentrer dans une tête de chat, c'est beaucoup plus difficile que rentrer dans une tête de chien. C'est pas, une fois de plus, ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme notre espèce. Il faut comprendre à quel point pour eux, par exemple, l'organisation du territoire est importante, à quel point la relation n'est pas obligatoire. Donc il y a des tas de choses comme ça qui sont extrêmement importantes. Et donc, ils nous forcent à l'empathie. Et dans ces périodes parfois un peu troublées, c'est un joli cadeau qu'ils nous font de nous demander de les comprendre et d'être empathiques. Donc, on va faire 4 étapes, hein, dans notre voyage. On va parler d'attachement. On va parler de la double nature proie-prédateur, de l'importance cruciale du territoire et du fait que c'est une espèce non sociale. On commence par le développement dans l'attachement. Bon, si vous êtes là, j'imagine, ou si vous êtes derrière votre écran, que vous ne doutez pas de l'attachement. Juste cette image me permet de vous montrer que les chats rêvent. C'est même chez eux qu'a été décrit la phase de sommeil paradoxal. Et quand vous voyez la maman chat faire ça, vous ne pouvez pas penser que c'est juste un automatisme, hein. Il y a un vrai plaisir à être au contact de ces chatons. Il y a quelque chose qui est de l'ordre réellement de l'amour maternel. Et toutes les espèces qui se développent dans le cadre de l'amour maternel, elles sont ensuite capables d'utiliser ces circuits neuronaux, d'utiliser ces molécules de l'attachement pour établir des relations positives. Et les chats sont, avec les dauphins, les champions de l'amitié. Les chats, ils sont capables, autant il n'y a aucune monogamie, autant il n'y a aucune fidélité conjugale chez le chat, autant il y a une vraie capacité d'amitié, notamment chez les chats mâles castrés. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas, mais s'il y a ici des familles d'accueil ou des gens qui ont beaucoup de chats, souvent vous allez remarquer que parmi vos chats, il y a un chat mâle castré qui adore les autres chats. Alors que ce n'est pas une règle générale dans l'espèce, mais qui adore les chatons, qui adore s'en occuper, qui vient... Hein, on a souvent des protectrices comme ça qui nous racontent des histoires assez jolies. Donc cette possibilité, parce qu'ils ont été développés dans l'attachement, ils sont capables de créer des liens affiliatifs de grande qualité. Et on a, comme vétérinaire comportementaliste, on entend au quotidien des histoires vraiment d'amour, d'amitié, de relations super passionnées entre les chats et leurs propriétaires. Ils sont vraiment capables de ça, il n'y a pas de doute. Un chat, ça se développe beaucoup plus rapidement qu'un chien. C'est ce qui lui donne aussi son côté pratique, si on peut dire, puisque dans la loi, un chat, on ne peut pas le prendre en principe avant 8 semaines. Hein, on est en France, c'est-à-dire que la loi, elle est pas toujours respectée. Et il doit être, au moment où on le prend, il doit être identifié. Hein, et là aussi, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais vous voyez à quel point ça va vite. Hein. Là où un chien va mettre 6 mois, un chat va mettre 2 mois. Quand il est livré à 2 mois, en principe, il est propre, il connaît les contacts, il connaît les codes, il sait faire des tas de choses. Il y a des choses très jolies dans le développement, dans ce développement, dans l'attachement, c'est qu'on a découvert presque de façon fortuite, c'est l'investissement des mères. Je dis presque de façon fortuite parce qu'on faisait une émission avec Jamie pour le monde de Jamie, et on a suivi des chatons depuis leur naissance jusqu'à leur adoption par leur famille pour voir comment ils allaient s'intégrer. Et quand on les a regardés avec leur mère, donc dans leur maternité, avec une caméra, pas cachée, mais une caméra sans humain au bout, hein, donc les chats n'étaient pas du tout dérangés, on a vu des choses qui nous ont beaucoup étonnés. On savait que les chatons apprennent par imitation de la mère, mais on pensait que c'était une imitation, j'allais dire ce qu'on appelle un apprentissage vicariant, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe devant vos yeux, vous l'imitez, mais il n'y a pas de volonté de celui qui est passé de vous apprendre quelque chose. Et notamment pour l'élimination et pour le fait de grimper aux arbres, on pensait que c'était totalement par hasard que les chatons apprenaient, alors que c'est vraiment 2 points très très importants. Hein. On y reviendra, ce sont des proies et des prédateurs. Comme proie, quand vous éliminez, il faut recouvrir vos besoins.
Et quand il y a un prédateur qui arrive, il faut savoir monter aux arbres. Et donc, vous allez voir 2 petites séquences qu'on a tournées et qui montrent des choses qui nous ont vraiment beaucoup intéressés. Leur mère leur apprend en priorité, c'est la propreté. Alors, il y en a un là qui est en train de venir voir ce que fait sa maman. Là, oui, il observe directement. Donc Letty, elle a un comportement, une séquence d'élimination complète, c'est-à-dire qu'elle renifle ce qu'elle a fait, puis elle va recouvrir. Il regarde bien, le petit. Et oui, en tout cas, il regarde. Elle attend qu'il la regarde. Exactement, on a l'impression qu'elle attend pour faire ça, et là, elle le fait très précisément. Et là, elle la recouvre. Très lentement, vous voyez, elle le fait vraiment de façon très décomposée, jusqu'à avoir tout le monde qui vient la regarder. Plusieurs spectateurs. Toute la portée qui vient prendre la leçon de comment on élimine. Et le petit la regarde très attentivement. Donc vous voyez, et qu'est-ce qu'on va voir? Évidemment, c'est que, bien, tout de suite après la leçon, il y en a un qui va rentrer dans la caisse et qui va refaire exactement ce que vient de faire maman. Donc là, on sait. Et alors, comme on n'y pensait pas, on ne le recherchait pas, maintenant on le recherche. Et sur des chats parfois qui sont malpropres, on s'aperçoit que la mère a été malade. J'ai une amie éleveuse qui m'a raconté ça. Mère malade, pile à ce moment-là où en principe elle fait cet apprentissage. Les chatons, elle me dit, c'est les seuls chatons que j'ai donnés qui n'étaient pas propres et qui sont restés avec un comportement éliminatoire fragile parce qu'ils n'ont pas appris pile au moment où on apprend. Donc ça, c'est très important. Deuxième point, apprendre à grimper aux arbres. Toujours pour se mettre à l'abri des prédateurs. Regardez avec quelle lenteur la chatte monte. De façon très pédagogique, au ralenti, en sachant très bien qu'elle est observée. Oui, parce que c'est drôle, ils sont tous agglutinés. Mais elle prend son temps. Elle prend son temps. Elle ne monte pas comme ça, d'habitude, elle saute directement. Elle saute. Ouais. Alors que là, on dirait que là, elle a grimpé comme eux peuvent grimper. Ouais. Donc c'est bien de l'apprentissage. Et là, elle monte, et quand on voit le chaton faire, il fait exactement comme a fait sa mère. Au même endroit. Geste pour geste, les chatons reproduisent l'ascension de leur mère, avant d'apprendre leur seconde leçon, la redescente. On va leur montrer comment descendre et comment ils vont s'en sortir. Alors, c'est là où on voit que le chat retombe sur ses pattes, mais elle n'atterrit pas toujours de façon très élégante. Et regardez ce qu'elle fait. Vous avez vu, elle est allée à la gamelle et elle amène ses chatons à la gamelle. Et alors, nous, on a mis des siècles à se rendre compte que l'éducation positive, elle était plus efficace que l'éducation coercitive. Et elle, hop, elle leur montre ça. Alors voilà, les chattes, elles savent que les petits les regardent. Les chattes le savent, les petits les imitent en permanence, même quand elles ont le dos tourné. Alors, vraiment, la différence, c'est qu'on ne s'était pas rendu compte qu'elle faisait exprès. Parce qu'il faut prêter une certaine conscience et une certaine intelligence pour penser ça. Et il y a encore 15 ou 20 ans, on ne pouvait pas le penser. À force de changer d'état d'esprit, maintenant, on sait, et notamment chez le chat, que vraiment, il y a des choses qui sont assez précises. Et alors, on aurait pu s'en douter, parce qu'on sait par contre depuis longtemps que pour la chasse, elles le font de façon extrêmement rigoureuse, extrêmement précise. Elles apportent les proies mortes vers 6-7 semaines. Donc, elles vont chasser, les chattes qui sortent dans l'appartement, elles ne peuvent pas chasser grand-chose, peut-être des souris s'il y en a, mais sinon, elles vont chasser dans le territoire qu'elles occupent. Donc, elles vont ramener des proies qui correspondent à ce que le chaton pourra trouver quand il sera adulte. Elle l'habitue à la forme, elle l'habitue à l'odeur avec une proie morte, et 3 semaines après, elles amènent des proies vivantes. Et donc, c'est vraiment ces leçons de chasse sur... d'abord, tu reconnais, et après, tu vas chasser les proies vivantes, avec l'habituation au mouvement. Alors ça, vous voyez, c'est une scène que j'ai filmée chez moi. Je ne pensais pas avoir dans le jardin des rats de cette taille-là, mais à Toulon. Et vous voyez, d'un seul coup, elle est arrivée et elle a mené ça à son chaton. On peut dire que la chatonne était extrêmement motivée par la proie. Vraiment, ça lui a beaucoup plu. Vous ne verrez pas la scène parce qu'elle l'a fait. 3 semaines après, elle a mené un rat vivant. Et là, vous ne verrez pas la scène parce que tout le monde criait, courait partout pour essayer de sauver le rat, d'attraper le truc. C'était un peu compliqué. Donc voilà, les chats, ils apprennent beaucoup de choses au contact de leur mère. Plus, et là, je vais le tenir là. D'accord.
Pour nous, c'est important de savoir, est-ce que ce sont des chats, justement, qui ont bénéficié de ce contact maternel qui leur apporte beaucoup de choses. Geste simple, la prise par la peau du cou. La prise par la peau du cou, attention, hein, ce n'est pas une punition, on ne va pas secouer. La prise par la peau du cou délicate sur un chaton va donner 3 types de réactions. Les 2 que vous avez à gauche, il est en position fétale, il remet ses pattes vers lui, la queue remonte sur le ventre, il incline la tête sur le côté, il est coupé du monde, totalement. Vous voyez, ça, ces chatons-là, ils ne voient plus ce qu'il y a autour d'eux. L'autre position favorable, c'est celle-là, il pend un peu comme une serpillière, il est tout droit et pareil, il est coupé du monde. La mauvaise position, ce qui signale qu'il n'y a pas eu de contact avec la mère pendant assez longtemps, si vous allez l'attraper par la peau du cou, il va se mettre en arc de cercle, en opisthotonnose, il va se mettre à hurler, ça lui fait mal, il faut le lâcher tout de suite, ça veut dire qu'il n'a pas de réflexe de portage positif, sa mère ne lui a pas appris ses autocontrôles. Okay, donc ça, c'est un signe qui va vous permettre de dire attention, ce chaton, ça va être sans doute un peu plus compliqué qu'un autre à éduquer. On pensait que ça faisait des mauvais chats de compagnie. On a demandé à une de nos étudiantes de faire son mémoire là-dessus, et en fait, elle nous a montré que ces chatons, ils étaient plutôt plus appréciés que les autres. Hein, c'est-à-dire qu'elle avait fait des réflexes de portage à 3 mois, et à 1 an, elle a refait une enquête pour demander aux gens, alors comment ça se passe avec le chat? Les gens qui avaient eu un chat sans réflexe de portage, donc un chat vulnérable, un chat fragile, ils en étaient plus contents. Pourquoi? Alors, on s'est dit, c'est assez bizarre, parce qu'en fait, un chaton qui va bien, il fait quoi dans sa première année? Il balade, il explore, il joue, mais le câlin, ce n'est pas son truc le plus important. D'accord ? Alors qu'un chat qui a eu des troubles du développement, qui n'a pas été correctement accompagné par sa mère, il va souvent se réfugier dans ce qu'on appelle un hyperattachement. Donc il va considérer la personne comme une bouée de sauvetage, comme un refuge. Et il va passer beaucoup plus de temps sur ses genoux. Donc pour les gens, en fait, ils étaient contents parce qu'ils avaient une relation plus forte. Mais malheureusement, ça signait évidemment un état anxieux chez ce chaton. Donc les mères font ça, hein. Évidemment quand elles sont à l'extérieur, mais même quand elles ne sont pas à l'extérieur, si elles sont en appartement, quand elles ont des bébés, à 20 jours, elles déménagent le nid. Pensez toujours, on en reparlera tout à l'heure, proie prédateur. Mes bébés, ils sont en danger. Au bout de 3 semaines, le nid, il sent fort le chaton. Les prédateurs vont le trouver. Je déménage le nid. Hein, donc ça, c'est vraiment des comportements, ce qu'on appelle ataviques. Même dans une maison où il n'y a aucun prédateur et où il n'y a aucun risque, on va déménager le nid, on va trouver un autre endroit, on va transporter tous ces chatons. Les mères, elles disent non aussi. Hein. Les mères chats, elles sont... Alors Letty, par exemple, celle que vous avez vue avec ses chatons, c'était une chatte vraiment douce. C'est-à-dire qu'on l'a très peu vue baffer. Hein, souvent, on voit les chats donner des gifles sans les griffes. Hein, on entend pom, pom, pom comme ça. Ça veut dire stop. Hein, et c'est quelque chose qu'on peut reproduire avec des tapes toutes douces. Hein, il n'est pas question de faire mal au chaton, mais des petites tapes comme ça sur le bout du nez sur un chaton qui va mordre trop fort. On peut juste lui faire ça. Il n'y a pas de hiérarchie chez le chat. On ne va jamais lui apprendre à se soumettre. On va lui apprendre à s'arrêter et à s'inhiber. L'autre chose qu'on peut faire, c'est labourer le ventre. Alors labourer, n'exagérons rien, hein, mais les mères chats, elles attrapent leur chaton avec les antérieurs, elles se laissent tomber sur le côté, et avec les postérieurs, elles leur grattent le ventre. Et là encore, elles ne cherchent pas l'inhibition, elles cherchent l'arrêt. Hop, stop, elles ne cherchent pas la soumission, elles cherchent l'inhibition. Le chaton, il va s'arrêter. Hein. Donc là, nous, on ne demande pas aux gens de se coucher par terre et d'attraper, de faire avec les pattes arrière. Mais on peut très bien faire comme ça, vous voyez. Et hop, on obtient chez le chaton une certaine inhibition. Mais s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut répéter là-dessus, c'est qu'autant on peut faire ces choses-là qui correspondent pour le chat à des choses qui existent, autant il ne faut jamais de punition physique chez le chat. Toutes les punitions physiques, elles aggravent les états anxieux. Quand les chats sont malpropres, quand les chats sont destructeurs, quand les chats parfois sont agressifs, les gens ont tendance malheureusement à frapper, hein, ou à crier très fort. Et si vous faites très peur ou mal à un chat, vous aggravez la situation. Donc, hein, autant dans le développement, on peut donner des signaux d'inhibition, autant sur un chat adulte, on ne va jamais s'en prendre physiquement à lui, on l'aggrave toujours. Hein, vraiment, s'il y a un message, c'est souvent notre premier message en thérapie, c'est arrêt des punitions physiques.
Alors bien sûr, quand on le fait, c'est sur le fait. Et puis on privilégie chez le chat comme sanction, si on peut dire, on privilégie la disruption à distance. Donc par exemple, je pense à des cas de chats qui font des séquences de prédation sur les humains, dans des milieux qui sont souvent pas assez stimulants. Il y a des chats qui, leur seule façon d'avoir de l'exercice, c'est ils vont se planquer, se mettre derrière la commode, et puis quand la dame passe, hop, ils lui sautent sur les mollets, ils lui mordent les mollets, puis ils partent en courant. Donc ça peut blesser, ça peut faire mal, ça peut faire peur. On ne veut pas du tout frapper, d'accord, mais on n'est pas obligé non plus de se laisser mordre. On a le droit de se défendre. Et une des façons de se défendre, c'est pour ça que si vous venez à Toulon, vous verrez des grands-mères avec des pistolets à eau à la ceinture, parce qu'on les entraîne maintenant à Paris aussi, puisque j'y viens. On leur dit, alors généralement les grands-mères, elles n'ont pas de pistolet à eau, mais elles ont des pulvérisateurs à plantes. Ça marche bien. On peut aussi utiliser les petites bombes pour nettoyer les claviers d'ordinateur. Quelque chose qui fait pas mal, qui fait piche, et qui surprend le chat, qui va interrompre l'agression. D'accord ? Et évidemment, pour finir avec notre relation d'attachement, nouer une relation d'attachement, c'est prendre un risque. C'est pour ça que le deuxième livre s'appelait « Au risque d'aimer ». C'est que quand on est attaché, quand on aime, le risque, c'est de perdre. Et on voit vraiment de plus en plus des relations très fortes avec des gens qui ont énormément de mal à se remettre de la perte d'un chat. On voit aussi des chats qui font j'ose employer le mot, qui font des vrais deuils à la perte d'un humain, qui ont du mal vraiment à s'en remettre. Je veux dire, il n'y a rien de franchement étonnant à ça, à partir du moment où on est dans une relation d'attachement. Quand l'être d'attachement, qui est un être singulier dans notre environnement, disparaît, il crée un manque, il crée un vide, et donc il crée des émotions négatives, et c'est juste normal. Avoir un deuil, c'est pas être malade. Ce qui peut être après anormal, c'est de rester bloqué dans le deuil. Mais à côté du deuil, il peut y avoir des pertes qui, elles, laissent l'espoir. C'est quand les chats disparaissent. Et il y a beaucoup de chats qui disparaissent. Et là, on voit souvent des affiches ou des choses comme ça avec des gens qui cherchent leur chat. Et là, c'est les statistiques de ICAD, et c'est important. 75% des animaux déclarés perdus sont des chats. Donc, on perd beaucoup plus de chats que de chiens. Vous allez me dire, il y en a 2 fois plus. Toutes les 8 minutes, un chat est déclaré perdu au fichier national ICAD. Et presque 70 000 chats perdus en 2022. Juste pour vous signaler et vous dire à quel point c'est important de penser à l'identification, parce que c'est quand même une bonne façon de pouvoir les retrouver. Donc, sur ce premier chapitre, on retient cette première clé, ce développement dans l'attachement. Il permet la vie relationnelle, qui n'est pas une vie hiérarchisée, avec la capacité à établir ces relations d'affection et d'amour avec d'autres individus qui peuvent être des humains, qui peuvent être des chiens, qui peuvent être des chats. Mais on en reparlera. Finalement, pour les chats, sans doute le moins facile, c'est d'avoir des relations avec les autres chats. C'est finalement plus facile d'établir des relations affectueuses avec un humain qu'avec un autre chat. Donc jamais de punition physique, et il faut vraiment protéger ce lien. Deuxième partie, la double nature proie-prédateur. Alors ça, c'est sans doute la clé fondamentale pour comprendre les chats. Ça les rend vraiment passionnants parce qu'ils ont un répertoire comportemental immense. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces où ils ont tout le répertoire comportemental d'une proie et tout le répertoire comportemental d'un prédateur. Donc ils ont du boulot, ils font les 2 trucs. Et du coup, ça les rend intéressants, mais même sur un plan cérébral. J'ai un ami, le professeur Olivier Jacquemot, je vous ai mis là une illustration de tractographie. La tractographie, ce sont les techniques qui permettent de visualiser les voies dans le cerveau. Si vous tapez tractographie, vous verrez des images extraordinaires comme des fleurs dans les cerveaux humains où on voit toutes les voies. C'est une science qui commence chez l'animal, chez le chien et chez le chat. Mais alors que chez le chien, on trouve des choses finalement relativement comparables à l'humain, chez le chat, on a eu la surprise de s'apercevoir, je ne sais pas si vous voyez, au niveau du cingulum, une scission, comme s'il y avait 2 circuits qui tournaient en parallèle.
de circuits qui ne sont pas connectés. Et alors, ça demande à être vérifié, hein, parce que pour le moment, on l'a fait que sur 6 chats. Mais il semblerait que ça veuille dire que, en fait, ils ont vraiment, du coup, presque, vous voyez, le système proie et le système prédateur qui tournent en même temps, mais qui tournent de façon séparée. Ça explique aussi qu'au niveau sommeil, les chats sont les champions olympiques du rêve. Hein. Les chats rêvent 200 minutes par jour, ce qui est 2 fois plus qu'un être humain. Vous savez qu'on rêve pour pouvoir... Enfin, on dort pour pouvoir rêver. Hein. Avant, on pensait qu'on dormait, on rêvait pour pouvoir continuer à dormir. Maintenant, on sait qu'on dort pour pouvoir rêver, que le rêve est indispensable pour métaboliser tous les événements de la journée. Et on pense que les chats rêvent 2 fois plus longtemps parce qu'ils ont à métaboliser toute leur partie répertoire prédateur, toute leur partie répertoire proie. Hein, donc, c'est vraiment des animaux d'une grande complexité. Hein, vous connaissez ce petit truc, c'est vraiment ce côté capable. Et l'illustration dans mon jardin, hein, de ma petite chatonne qui, évidemment, se prend pour un grand tigre des steppes et a décidé de chasser le lapin. D'accord ? Mais la lapine, elle avait 4 ans, elle avait plusieurs chats à son actif. Et elle n'en avait pas peur du tout. Et là, la situation s'inverse brutalement et d'un seul coup. Et vous voyez cette obligation, hein, à changer de répertoire. Jusque-là, elle était en mode « j'arrive entre les... » Et là, d'un seul coup, là, il faut aller se planquer parce que je risque de passer un mauvais moment. Les chats, c'est des prédateurs. Ils adorent ça. Ils adorent jouer à ça. Hein, donc, des fois, ils sont un peu farceurs. Et là, c'est du jeu, hein, bien sûr. Mais bon. Et puis, parfois, ils ont la réputation d'être cruels. Parce que quand ils jouent quand ils attrapent, par exemple, une souris, eh bien, ils vont jouer comme ça, ils vont la laisser repartir, ils vont la rattraper. Et évidemment, pour nous, on a l'impression de voir une expression de cruauté. Or, j'ai tendance à dire, est-ce que nous, quand on mange une huître, qu'est-ce qu'on fait? Pour ceux qui mangent des huîtres, on met une goutte de citron dessus, parce qu'on ne voudrait surtout pas s'intoxiquer, on doit vérifier qu'elle est vivante. C'est exactement ce que les chats font quand ils font ça. Ils vérifient que la proie elle est de bonne qualité et qu'elle ne risque pas de les intoxiquer. Alors, ils n'ont pas cette notion sans doute aussi précise, mais voilà, c'est un comportement qui permet de s'assurer qu'on va manger quelque chose de bonne qualité. Les chiens ne font pas ça du tout. Les chiens, ils mangent ce qui est mort, c'est des charognards, c'est des nécrophages. Plus c'est pourri, plus ça leur plaît. Hein, ça, il n'y a aucun problème. Après, ils mangent des crottes parce qu'il faut réensemencer le tube digestif qui a été contaminé par la charogne. D'accord ? C'est pour ça que les chiens, hein, vous ne verrez jamais un chat manger une crotte. Parce qu'il a mangé, ou alors vraiment, il ne va pas bien, parce qu'il n'a mangé que des choses, a priori, de bonne qualité. Et donc, oui, hein, c'est des prédateurs qui peuvent être... on est toujours fasciné quand on voit des chats finalement arriver à attraper un oiseau. Et c'est un fondamental de son équilibre comportemental. Un chat, ça a besoin de chasser, ça a besoin d'attraper. Alors, c'est cruel pour le pigeon, mais... Et parfois, on a des chats d'appartement. Et donc, les chats d'appartement, ils ne peuvent pas attraper les pigeons. Encore qu'il y en a qui essayent. Et ça, c'est la marque d'un chat hyperactif. Le chat qui est 3 fois tombé du 3e étage parce qu'il y avait un pigeon posé sur la balustrade qui n'a toujours pas compris que le temps qu'il saute, le pigeon sera parti, mais que lui sera tombé de 3 étages. C'est un signe d'hyperactivité. Un chat, ça sait très bien ce que ça fait et ça ne prend pas de risque comme ça. Hein. Donc, si vous avez un chat qui tombe trop souvent, si vous avez un chat qui est maladroit, ding ding, sonnette d'alarme, hyperactivité. Et donc, pour ces malheureux chats qui ne peuvent pas sortir, ben, il faut les faire chasser. Donc ça, c'est la version, j'allais dire, la plus geek, hein, où le chat chasse sur iPad. Mais vous pouvez les faire chasser avec des boulettes d'aluminium, vous pouvez les faire chasser avec une plume, vous pouvez les faire chasser avec une ficelle, vous pouvez les faire chasser comme vous voulez. Hein, c'est une petite sphinx qu'un éleveur m'avait donnée parce qu'elle était atteinte de calicivirose, alors que chez moi, c'est ouvert. Elle ne voulait pas du tout sortir, parce que dès qu'elle sortait, elle prenait des coups de soleil. Hein, c'est à Toulon, je vous rappelle. Elle prenait des coups de soleil, elle faisait des allergies aux plantes, elle était très très mal quand elle était dehors. Donc, porte ouverte, elle ne sortait pas. Mais elle adorait chasser. Hein, et quand elle réclamait vraiment le jeu sur l'iPad, elle était capable de jouer 20 minutes, de faire 2500 points. Je voulais l'inscrire en championnat, mais ils n'ont jamais voulu. Mais... Voilà. Et donc, c'est des chasseurs. Mais c'est des chasseurs qui peuvent être chassés. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une proie, ça n'a pas 2 fois la possibilité de repérer un grave danger. L'antilope, quand elle voit le lion, la 2e fois, si elle se dit « c'était quoi ça ?» Ah oui, c'est un lion, c'est trop tard, hein, elle est morte. Donc il faut repérer, ça s'appelle la sensibilisation. Hop, j'ai repéré les caractéristiques du prédateur, je file et c'est ça qui me donne une chance de survie.
Et donc les chats, qui sont aussi des proies, sont extrêmement sensibles à la sensibilisation, si on peut dire. J'ai l'habitude de dire que les chats ont dans leur veston un petit carnet rouge. Et dans ce carnet rouge, ils inscrivent à l'encre indélébile ce qui leur fait peur ou ce qui leur fait mal. Alors, cherchez pas, en première page, il y a le vétérinaire et son équipe. Mais derrière, il peut y avoir d'autres personnes. C'est pour ça qu'on est obligé maintenant, vraiment, on développe des techniques pour améliorer encore l'accueil des chats et faire en sorte d'essayer de ne pas rentrer dans le carnet rouge, parce que ça peut être très compliqué. C'est juste une histoire clinique que j'ai vue récemment, qui m'a beaucoup touché. Cette chatte, c'était un chat vraiment heureux, et les gens sont arrivés en disant un truc incroyable. Ils ont dit, on vous amène notre chatte parce qu'elle est cassée. C'est bizarre de le dire comme ça. Elle a dit, elle allait parfaitement bien. Elle est parfaitement bien jusqu'à la nuit du 31 mai 2021. Ça faisait cluedo, vous voyez. Et au matin, en fait, elle avait peur de tout. Alors qu'avant, elle aimait les gens, elle aimait les chats, elle aimait les chiens. Elle sortait, elle rentrait, elle avait une chatière connectée, elle était totalement libre et indépendante. Sa propriétaire joue de violoncelle, elle n'avait pas peur du violoncelle, elle avait peur de rien. Et cette nuit-là, il s'est passé quelque chose. Et du coup, elle a eu super peur. Je sais pas, elle a bougé ou pas? Pas encore. Donc, si vous la regardez, voilà, là, elle commence à bouger. Par exemple, elle ne veut plus passer le seuil de la pente. Elle le passe comme ça. Vous avez vu? Alors qu'avant, elle sortait. Comme si à cet endroit-là était extrêmement dangereux. Et vous voyez comme elle avance, comme si vraiment tout autour d'elle, c'était rempli de dangers. Et ma seule représentation, c'est qu'elle a été attaquée parce que les vrais prédateurs des chats, c'est un peu les renards, mais pas beaucoup. Les chiens peuvent les tuer, mais finalement, ça, c'est surtout les oiseaux de nuit. C'est surtout les hiboux, les chouettes, etc., qui peuvent les attaquer et leur faire vraiment très peur et très mal. Et je pense qu'elle a été attaquée au moment où elle allait passer sa chatière. C'est-à-dire que d'un seul coup, le ciel lui est tombé sur la tête, quoi. Donc, phobie post-traumatique très, très forte. On a récupéré en 2 mois quasiment, elle est revenue à 90%, elle était réparée, si on peut dire. Et puis, c'est repassé quelque chose, elle a rechuté. Cette difficulté d'oubli chez le chat. Merci. Cette difficulté d'oubli est vraiment importante. Et voilà, donc je voudrais vraiment que vous reteniez ça. Cette clé de proie-prédateur, cette double nature du chat, elle est fondamentale. Ils ont tout le répertoire des deux registres, mais c'est aussi leur vulnérabilité. Le côté proie, ça les expose vraiment à avoir des phobies, à avoir des choses qui leur font très peur et qu'ils n'arrivent plus à oublier. C'est ça qui est vraiment embêtant. Et les chats sont des proies, vous l'avez vu. On vient d'en parler avec cette histoire peut-être d'oiseaux de nuit. Ils peuvent être blessés. Ils peuvent se réfugier dans un coin, être trouvés très abîmés, parce que quand ils vont mal, ils s'inhibent et ils ne bougent plus. Eh bien, celle-là, ça va être évidemment l'occasion de redire l'importance de l'identification pour que quand on trouve un chat blessé, on puisse savoir à qui il appartient. 3e point, l'importance cruciale du territoire. Alors, presque aussi important, les chats, ils organisent tout leur territoire, ce qu'on appelle en champ. Quelle que soit la taille de votre appartement, même si vous avez un studio parisien ou un château sur les bords de la Loire, ils vont de toute façon organiser, et qu'ils puissent sortir ou pas, ils vont organiser les choses de la même façon. Il y a 5 types de champs, on va les voir, et ces champs sont reliés par des chemins. Les chemins sont balisés par des marquages, et les chats passent toujours par les mêmes endroits. Et donc, à la maison, en appartement, comme ailleurs, ils font ça. Et il y a donc 5 types de champs. Il y a le champ, celui qu'on appelle le champ d'isolement, le champ d'alimentation, le champ d'élimination. Ces 3 champs-là, qui sont en jaune-orangé, c'est des champs qui correspondent au pôle proie. C'est des champs, quand on élimine, quand on dort, et quand on mange, on est vulnérable. Donc, c'est des champs qui doivent apporter beaucoup de sécurité aux chats. En revanche, le champ d'activité correspond plus au pôle prédateur. Je vais regarder, je vais observer pour voir là où je trouve des petites proies. Et le champ d'interaction, il correspond au fameux pôle attachement et capacité relationnelle. Et attention, 5 champs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 5 endroits. Mais vous allez trouver par exemple 2 champs d'alimentation,
3 ou 4 champs d'activité pour un chat qui va bien. Là, je me mets sur la fenêtre, je regarde ce qui se passe à l'extérieur. Là, il y a une souris qui est sans doute derrière le placard de la cuisine et je vais y passer du temps. Hein. Donc, voilà. Mais toujours, vous pouvez mettre ce que vous voyez à l'intérieur d'un de ces 5 champs-là, reliés par des chemins de champs invariants et balisés par 3 types de marquages phéromonaux, du marquage facial, du marquage par griffade et du marquage urinaire. Quand tout va bien, dans une maison, il n'y a pas de marquage urinaire. Il y a du marquage facial, il y a du marquage facial sur les objets inanimés et il y a du marquage facial sur vous, sur les humains qui sont là. Il y a du marquage facial sur vous à 2 moments particuliers. Au moment où vous arrivez, parfois, il y a des chats qui viennent faire l'accueil, mais pas tous. Au moment où vous leur préparez à manger, souvent, hein, où là, ils tournent en 8 dans les jambes, ils se frottent, etc. Ils déposent à ce moment-là des marques familières pour dire « ça, c'est quelqu'un qui est favorable pour moi, qui est positif pour moi ». Puis vous avez des chats qui se frottent dans l'appartement, puis il y en a qui se frottent très peu, voire pas du tout. Et s'ils ne se frottent pas, s'il n'y a pas de marquage facial qui est un marquage très apaisant, alors il risque d'apparaître du marquage urinaire qui est beaucoup moins favorable. Hein, il n'est pas rare de voir, même en consultation comme ça, des chats qui, très vite, quand c'est des chats qui par ailleurs sont un peu à l'aise, vont déposer des marques faciales. Hein, les marques faciales, elles sont apaisantes, elles disent « ok, c'est un endroit qui n'est pas dangereux pour moi ». Et donc, comme le lieu de vie, c'est le biotope, hein, la certine grecque, quand les chats souffrent d'une désorganisation de leur lieu de vie, on parle de biotopathie, hein, et c'est vraiment un grand champ de souffrance pour les animaux. Et puis, il y a vraiment une question un peu bouteille à l'encre, mais importante, c'est « et s'il ne peut pas sortir ?» hein. J'ai un client qui n'est pas devenu client, du coup, hein, puisqu'il m'a appelé, il m'a dit « je suis très embêté, parce que je voulais prendre un chat, et j'ai lu à peu près autant d'articles qui disent « si vous le laissez sortir, il va tuer plein d'oiseaux, de rongeurs, etc. Il va y avoir une atteinte à la biodiversité. Et si vous ne le laissez pas sortir, c'est une altération de son bien-être à lui. » Il me dit « du coup, je n'ai pas pris de chat, je vais reprendre un chien. Hein » et vraiment, c'est dommage. Alors, pour dire rapidement l'histoire de la biodiversité, c'est faux. Hein. En France, c'est faux. Cette réputation, elle a été donnée au chat par l'Australie. En Australie, le chat n'était pas natif. Quand il est arrivé, il a fait un carnage dans les populations, notamment de petits marsupiaux. Alors pour lui, c'était un régal de tuer les bébés, etc. Donc il a fait disparaître des espèces de petits marsupiaux. Et en France, le Muséum d'histoire naturelle a fait une très grande enquête. Il a demandé aux gens de filmer, enfin de photographier les proies que ramenaient les chats et de leur envoyer les photos. Ils ont eu plus de 4000, sur le premier dépouillement, ils ont eu plus de 4000 photos. Et ils ont vu évidemment des oiseaux, beaucoup de petits rongeurs, des lézards, choses comme ça. Aucune espèce en danger. Aucune espèce que le chat aurait mis en danger. Après, évidemment, quand on est à 17 millions de chats, la réflexion peut s'imposer, hein, de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et à ce moment-là, on peut mettre un collier avec une clochette, à condition que ce soit un collier qui a un point de faiblesse et qui puisse se casser si le chat se pend. Ou on peut, si on a des arbres dans le jardin, qu'on ne veut pas que le chat aille trop là, mettre des colorettes aux arbres pour empêcher le chat de monter. Enfin, il y a des tas de choses à faire, mais ne l'accusons pas trop d'atteinte à la biodiversité. Ce n'est pas une réalité, en tout cas en France. Et donc, le problème, c'est ces chats qui peuvent sortir. Est-ce que vraiment il faut qu'ils sortent ou qu'ils ne sortent pas? Qui c'est qu'il y a un chat qui ne sort pas? Vous êtes à Paris en même temps. Qui c'est qu'il y a un chat qui sort? Ceux qui ont un chat qui ne sort pas, qui c'est qui pense que son chat préférerait sortir? Hein? Pas beaucoup. Ceux qui ont un chat qui sort, est-ce qu'il y en a qui pensent que... Enfin, est-ce qu'il y en a qui ont un chat qui pourrait sortir et qui ne sort pas? Hein? Voilà. Donc, vous voyez, voilà, dans une salle comme ça, vous n'êtes pas si nombreux que ça. On a toutes les choses et on avait tous les éléments et on se disait, il faut pas être là-dessus, il ne faut pas être dogmatique. Donc, on a fait faire une enquête par une de nos élèves, hein, qui a vérifié ça. Donc, les 2 grandes plaintes en comportement, c'est la malpropreté et l'agressivité. On s'est dit, si les chats qui ne sortent pas vont moins bien, ils vont être plus malpropres et plus agressifs.
Okay, sur la malpropreté, aussi bien urinaire que fécale, vous voyez les histogrammes, il n'y a aucune différence statistique significative. Les chats qui sortent sont autant malpropres que les chats qui ne sortent pas. Il y a quand même une différence, c'est que les propriétaires de chats qui sortent, qui a un chat qui sort et qui rentre pour être malpropre, ils le vivent un peu moins bien. Ils ont un peu l'impression que le chat se moque d'eux. Hein. Alors que si vous réfléchissez à ce qu'on vient d'expliquer, son champ d'élimination, c'est un champ de vulnérabilité, et donc il ne veut pas du tout faire dehors, il veut faire dedans, et quand il se désorganise, eh bien, il est malpropre à l'intérieur. Deuxième point, les agressions par irritation. Et là, vous voyez qu'ils soient en ville, au champ, à l'intérieur, pas à l'intérieur, aucune différence significative. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est que, évidemment, il n'est pas question d'aller prendre un chat de 2 ans qui a toujours vécu totalement libre et de l'enfermer dans un petit espace. Mais un chat qui est né en appartement ou qui est né dans un élevage et qui se retrouve dans un appartement, à condition qu'on lui fournisse de quoi satisfaire les exigences de son espèce, c'est-à-dire avoir des leurres de prédation, avoir des cachettes en hauteur, être capable d'organiser son espace dans les différents champs dont on a parlé, il peut être en parfait équilibre comportemental. D'accord ? Et donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on a beaucoup de clients qui culpabilisent d'avoir leur chat à l'intérieur et franchement, on a des marqueurs du bien-être qui nous permettent de dire oui, ce chat il est en état de bien-être. Et pour ceux, il y en a 2 ou 3 qui ont levé la main, qui avaient la possibilité que le chat sorte et le chat ne veut pas sortir. Moi, une de mes chattes, alors qu'on a vraiment là, quand on est dans la Loire, on a beaucoup d'espace, elle s'est fait, alors là, on l'a vu pour le coup, elle s'est fait attaquer par une chouette quand elle était chaton. La chouette, elle l'a bousculée, elle a failli l'emporter, elle est tombée de trucs, elle n'a plus jamais voulu sortir. Hein. Quand on dit une seule mauvaise expérience, je pense qu'elle a eu très très peur. Elle n'a plus jamais voulu sortir, alors que l'autre chat fait des grandes randonnées autour de la maison. Et j'avais des clients, ils avaient économisé sou à sou pour leur chat pour pouvoir lui offrir un accès à l'extérieur. Ils sont arrivés, ils ont ouvert la porte, le chat est sorti. Il est tombé sur Terminator, hein, le chat du voisin avec 2 grosses joues comme ça, c'est-à-dire pas castré, très bagarreur. Il lui a mis une raclée de l'espace. Il est re-rentré dans la maison. Il n'a plus jamais voulu sortir. Plus jamais. Voilà. Donc, des fois, et vraiment, on a parfois des consultations où la demande, c'est ça. Mais il a un espace, on voudrait qu'il en profite. Et on va faire de l'habituation à l'extérieur. On va petit à petit amadouer le chat. On va lui donner des choses positives à l'extérieur. Mais aussi en faisant, c'est-à-dire faire un peu un travail de représentation au client, de se dire, si à l'intérieur de votre maison, il a établi tous ses champs et qu'il est en équilibre, ce n'est pas obligatoire qu'il sorte. Il peut décider de ne pas sortir, puisqu'il en a la possibilité en plus. Hein, donc c'est un choix qu'on lui laisse. Le fameux flémen, hein, ce mouvement très particulier que font les chats où ils entrouvrent la bouche avec la langue qui claque et qui envoie l'air dans la papille incisive pour envoyer les phéromones dans l'organe voméronasal, qui est un système olfactif accessoire. Hein, vous voyez, avec la bouche comme ça, légèrement entrouverte, qui est un système olfactif accessoire dont on est dépourvu et qui nous rend infirmes par rapport à eux, par rapport à ça. Hein. Donc, évidemment, la manifestation la plus classique d'un chat qui n'est pas bien dans son territoire, c'est la malpropreté urinaire. On en a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de malpropreté. Il faut faire la différence entre le marquage et l'élimination. En cas d'élimination indésirable, il faut aller vérifier. Ce n'est pas très glamour, mais c'est très important. Ça veut dire que son champ d'élimination ne lui convient pas. S'il fait du marquage, que en l'air, j'envoie un petit jet contre le truc, ça c'est autre chose. Le milieu est en train de se déstructurer, il n'y a plus assez de marque faciale et il est en train de devenir anxieux. Tous ces chats qui font juste à côté de la caisse ou sur le lit parce que c'est beaucoup plus agréable, ils disent mon champ d'élimination ne me convient pas, ma caisse ne me convient pas. D'accord ? Et donc c'est très important de pouvoir vérifier ça. Vous voyez, on a une checklist comme ça de 20 points qu'on va vérifier sur la caisse. 20 points sur le contenant, le contenu, la localisation et l'entretien. Hein, j'ai appris à me méfier quand on me dit je nettoie la caisse régulièrement. 1 fois par mois, c'est régulier, mais ce n'est pas suffisant. Hein, donc, on considère que c'est vraiment plutôt tous les 5 jours qu'il faut nettoyer une caisse. Pour certains chats, d'autres sont beaucoup plus tolérants, mais certains chats ne sont pas du tout tolérants. Il y a une équipe de chercheurs qui a montré que 1 chat sur 2 ne rentre pas dans une caisse dans laquelle il y a une crotte en plastique. Hein ? Donc une crotte qui sent rien.
Hein, le fait de voir que peut-être notre chat y allait, il ne rentre pas. D'accord, un chat sur deux. Après, vous avez des chats, ils slaloment entre les crottes pour aller faire la leur, hein, mais c'est vraiment pas du tout régulier. C'est pas du tout pareil pour tout le monde. Donc, j'aime beaucoup Vinciane Després, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une philosophe de l'animal et qui dit, elle le dit pour les oiseaux, et avec sa permission, je vais paraphraser, les chats ne sont pas des petits bourgeois. Hein, ils ne veulent pas être chez eux, ils ne veulent pas que le territoire leur appartienne. Ils veulent que le territoire soit sûr et soit harmonieux. Hein, c'est très différent. Ils acceptent que vous viviez chez vous, hein, ça va, ils ne vont pas faire de crise. Mais pour eux, il faut que ça soit un territoire harmonieux. Et là, du coup, souvent, hein, et on en reparlera dans les cas où les chats ne s'entendent pas, il y a des possibilités de leur donner le contrôle. Alors aussi bien sur le fait de pouvoir sortir, rentrer, quand il y a des chats qui peuvent avoir accès à l'extérieur, avec ces chatières connectées qui sont super intéressantes. Mais pour qu'elles marchent, il faut que le chat soit identifié, bien évidemment. Hein. Et toute cette utilisation aujourd'hui d'un écosystème connecté pour le chat qui peut vérifier quand est-ce que le chat va dans sa litière, avec des litières connectées qui peuvent peser ce que le chat élimine, etc. L'alimentation, hein, qui peut être connectée. Tiens, d'ailleurs, j'ai une anecdote sur l'alimentation où je vais dire le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, chez le chat, il n'y a pas de collaboration. D'accord ? Eh ben, j'ai un client qui m'a raconté un truc qui montrerait, en tout cas, une capacité à partager du chat avec d'autres. J'ai un chat qui a, donc le client a des gamelles connectées très, très sophistiquées qui répondent donc qu'à la puce du chat parce qu'il a une alimentation spéciale, humide, alors que les autres, ils ont des croquettes et les autres, ils voudraient bien avoir un peu de l'humide. Hein. Eh ben, ce chat, il mange. Donc, il arrive, ça soulève la truc, il mange. Quand il a pris ce qu'il voulait, il sort, il enlève la tête de l'arceau, il passe de l'autre côté de la gamelle, il miaule, les autres arrivent, il passe la tête, ça soulève la gamelle et les autres peuvent manger. Hein, je me suis dit, mais là, il y a un peu de collaboration quand même. C'est quand même joli. Donc, voilà, mais pensez-y. Alors, les chatières connectées pour les chats qui peuvent sortir, c'est le truc, moi, j'ai été parent, j'en aurais rêvé pour mes adolescents. Hein. Un truc qui peut les laisser sortir autant qu'ils veulent jusqu'à une certaine heure, et après, quand ils rentrent, ils ne peuvent plus sortir. Hein, puisqu'on peut régler la chatière pour laisser que dans un seul sens, que rentrer, et après, on ne peut plus sortir. Donc, c'est vraiment extrêmement pratique, et ça donne aux chats, vraiment, pour beaucoup d'entre eux, ce qu'ils aiment par-dessus tout, la sensation de pouvoir contrôler leur environnement. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, ce lieu de vie, vraiment, hein, importance fondamentale du territoire et de l'harmonie, connaître les 5 champs, pouvoir les restaurer, le marquage et l'élimination, c'est pas pareil, hein, les postures sont différentes, et puis ne pas hésiter à utiliser l'identification comme moyen de contrôle. Il nous reste un dernier chapitre, c'est le fait que les chats ne sont pas une espèce sociale. Hein. La relation, on peut dire que la relation, elle n'est pas donnée au chat. Ça fait un deuxième grand groupe de maladies qu'on appelle les schésipathies. Pathie, souffrance, schésie, relation. La souffrance est liée à la relation. Tout à l'heure, on avait les biotopathies, souffrance liée au biotope. Là, c'est les souffrances liées à la relation. Donc, l'espèce n'est pas sociale, parce que ça, c'est une caractéristique de l'espèce. Mais vous avez des individus extrêmement sociables, des individus qui adorent les autres, les gens, les chiens, éventuellement même les autres chats. Hein. On l'a dit, pas de phénomène. Quand on est fâché, c'est pour longtemps. Et puis, il y a ce côté avec les gens, et ça, je passe beaucoup de temps depuis que j'ai écrit le livre à expliquer aux gens. Hein, vous voyez, alors, je vous rassure, c'est pas moi qui ai pris la vidéo, hein, c'est la fille de la dame. Les dames, les clients ne me reçoivent pas en peignoir, en principe. Et vous voyez cette dame, son chat vient régulièrement sur ses genoux, elle le caresse, et une fois qu'elle le caresse, au bout d'un moment, les oreilles commencent à baisser, la queue commence à bouger, et il la mord. Et la plainte classique des clients, c'est de dire « mais il est fou mon chat, parce que c'est lui qui vient sur mes genoux, c'est lui qui vient demander des caresses, et il ne les accepte pas ». Et en fait, ça n'a rien de fou. Hein. C'est vraiment alors pour le coup, c'est un contresens d'espèce. Pour un chat, venir sur les genoux, ça ne veut pas du tout dire qu'on veut être caressé. Je crois qu'entre humains, quand on monte sur les genoux de quelqu'un d'autre, souvent, ça veut dire que ça nous ferait plaisir que ça aille un peu plus loin. Les chats, non. S'ils montent sur les genoux, souvent, c'est juste pour être sur les genoux.
Et d'ailleurs, souvent, ils se mettent, même pas sur les genoux, ils se mettent à côté des personnes. Et pour eux, c'est vraiment, il faut le prendre, il faut expliquer à quel point c'est un signe majeur d'attachement. Tu es l'être qui m'apaise, tu es l'être à côté. Quand je suis à côté de toi, je me sens bien et je n'ai pas du tout besoin que tu me touches. Alors, il y en a qui vont adorer le contact. Il y a autant de chats, il y a autant de tolérance que chats. Mais il faut savoir que la tolérance au contact, elle s'apprend à quel âge, d'après vous? Elle s'apprend avant la naissance. Le sens tactile, il est efficace 15 jours avant la naissance. Il faut que les mères aient été caressées doucement quand elles avaient encore les bébés dans le ventre dans le dernier quart de la grossesse pour que les petits soient naturellement tolérants au contact. Surtout si ensuite c'est entretenu régulièrement. Et alors on va avoir des chats qui vont apprécier le contact. Et par contre, vous en avez d'autres, leur mère n'a pas du tout été caressée, ils n'ont pas été caressés jeunes. Le contact, on peut le dire, le contact leur est douloureux, comme Isis. Elle n'a pas démarré, Isis. On n'a pas eu le son. Ah, c'est dommage, parce qu'on l'avait tout à l'heure. Mais enfin, vous imaginez, ça fait... Et c'est « ne me touche pas ». Et c'est vraiment un cas qui m'a appris beaucoup de choses. C'est un des cas du livre, d'ailleurs. C'est un cas qui m'a appris beaucoup de choses parce que sa propriétaire était vraiment son être d'attachement. Elle le cherchait. Vous voyez, en consultation, pour nous, c'est caractéristique de voir un chat qui se frotte alors que sa caisse est ouverte, elle n'y va pas. Elle préfère rester au contact de sa propriétaire. Mais qu'est-ce que font les chats parfois quand ils sont vraiment très contents? Quand ils sont vraiment très contents, qu'ils sont super heureux, que vous êtes en train, ils sont contre vous, ils sont super bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils mordent. Dans une espèce d'épectase, dans une espèce de plaisir, hop, ils attrapent le menton et ils montent. Donc pour les gens, c'est un peu saisissant. Et du coup, cette dame, la chatte venait lui faire ça dans le lit. Dans le lit, elle lui montait dessus, elle se frottait, et tac, d'un seul coup, elle la mordait. Donc un jour, elle a eu peur, elle en a eu assez, elle lui a mis une claque, la chatte est descendue, elle a fait une miction, elle a fait un marquage urinaire, puisque pour elle, là, ça ne correspondait plus à rien. Comme elle a fait du marquage urinaire, elle a été punie. Comme elle a été punie, elle a refait plus de marquage urinaire. La dame en a pris peur. En 2 mois, la situation était juste catastrophique entre les deux, alors qu'elle était toujours son être d'attachement et que c'était important. Donc, il a fallu soigner la chatte pour son anxiété, expliquer à la dame comment ça s'était passé, à démêler le fil pour lui montrer qu'il n'y avait pas de volonté d'agresser, mais qu'au contraire, c'était une manifestation de plaisir, mais qu'elle avait le droit de ne pas l'apprécier particulièrement et d'éloigner le chat quand elle sentait que ça montait. Mais en 2 mois, la relation était totalement restaurée. Je ne sais pas si vous connaissez la petite vidéo qu'on va voir, qui est une vidéo de Facebook, qui va nous obliger à considérer que recevoir une PlayStation pour Noël est quelque chose d'assez grave. This guy is just so excited opening up his Christmas gift. Just look what the cat did to his owner. Celui qui l'attaque, c'est son chat. Celui qui l'attaque, c'est son chat. Donc, dire là aussi, mais il devient fou, ce chat. Pourquoi il fait ça? Si vous imaginez tout ce qu'on a dit avant, proie prédateur, cette personne, elle était une personne d'attachement, elle était rassurante. De ce coup, elle se met à hurler, à pousser des cris qui sont extrêmement inquiétants. Il devient un ennemi, il devient quelque chose qui est extrêmement inquiétant, il faut l'attaquer. Alors, il y a 3 réactions possibles. Le chat aurait pu fuir, ce qu'auraient fait beaucoup de chats. Le chat aurait pu se terrer, mais la 3e réaction, c'est l'attaque, qui est possible. Et les chats sont toujours d'un courage assez étonnant, parce que par rapport à leur poids, ils n'hésitent pas à attaquer. Et là, je peux vous dire que la relation avec le monsieur, puisqu'on peut lire à l'histoire, a été très dégradée pendant longtemps. Il a fallu longtemps pour que la relation revienne à quelque chose de correct. Entre chats à la maison, c'est pas forcément plus facile. Par nature, c'est vraiment pas facile de prévoir. Il y en a qui adorent les autres, d'autres qui aiment pas du tout les autres. Et la cohabitation, elle n'est pas toujours facile. Parfois, tout allait bien, et puis d'un seul coup, il y en a un qui va chez le véto, il revient et ils s'entendent plus du tout. Alors, par exemple, vous voyez, là, une consultation à domicile. Et vous voyez, Non. Et alors, qu'est-ce que c'est? On sent bien que celui qui est en haut allait
allez donner un coup de patte à celui qui est en bas. J'avais demandé au monsieur, vous allez faire un stimulus disruptif, donc vous allez claquer dans les mains juste pour l'interrompre. Comme toujours, en fait, celui qui était attaqué, c'est un chat vulnérable à l'anxiété, un chat plutôt peureux. C'est lui qui a eu le plus peur des deux. Mais l'autre, ça l'a quand même interrompu, il n'a pas attaqué. Donc on s'est dit, bon, voilà, on a réussi quand même à interrompre l'interaction. Et puis on est presque content parce que on va voir l'autre chat. Donc le chat de droite, c'est le supposé agresseur. On va voir l'autre chat s'approcher et venir le sentir. Et on se dit, oh, pas mal, quoi. Hein, ils ont... a réussi à créer une interaction. On voit bien que celui de gauche, il n'est pas non plus totalement rassuré par le fait de se faire sentir comme ça. Et vous voyez, là, c'est réellement imprévisible, quoi. Il le sent. Ouais. Et donc, vraiment, c'est des choses qui sont compliquées entre chats. Cette relation entre chats, elle n'est pas donnée, elle n'est pas évidente. Ils ne sont pas vraiment faits pour vivre ensemble. Ce n'est pas forcément une bonne idée d'offrir un chat à son chat pour qu'il ne s'ennuie pas. Il vaut mieux lui offrir un chien, il vaut mieux lui offrir un bébé, je plaisante. Mais un chat, ce n'est pas toujours une bonne idée. Hein. Et après, il y a des chats avec qui ça se passe bien. Donc vraiment, il faut dire, il faut essayer, mais il faut être prudent. Ces choses-là, on arrive à les réparer, mais ça nous demande quand même un petit peu de temps. Hein. Donc voilà, évidemment, il y a des traitements possibles. Parfois, on utilise les médicaments. Toujours un réaménagement éthologique et écologique. Et alors, dans ces cas-là, souvent, hein, la solution, c'est de donner des voies échappatoires. C'est de pouvoir réaménager un peu à la place des chats l'environnement pour dire, toi, tu as cette pièce-là, elle est que pour toi. D'accord ? Et comment on va faire pour que cette pièce-là, elle soit que pour lui ? Eh bien, on va mettre même à l'intérieur une chatière connectée. Mais pour ça, il faut que le chat soit identifié. Vous avez compris ma mission. Hein. Mais c'est vraiment... Alors, on s'en sert beaucoup. Hein. On s'en sert beaucoup en thérapie. Le fait, quand on a la chance d'avoir des chats qui ont une puce, et ils devraient tous l'avoir pour pouvoir faire des choses comme ça. Et je peux vous dire qu'en quelques jours, hein, c'est spectaculaire de voir que le chat comprend que cette pièce-là, il ne sera plus jamais embêté par l'autre. Hein, et ils se détendent, ils en font leur champ d'isolement, etc. Et du coup, ils peuvent renouer des relations avec l'autre chat parce qu'ils peuvent la contrôler et ils peuvent s'en aller s'ils ne veulent pas. Donc la relation, elle n'est pas donnée au chat, elle s'apprend, elle se cultive. En interspécifique, je crois que tous ceux qui ont eu des chats longtemps, ils savent que autant le fameux chaton... normal, hein, je parle de chat normal, il n'est pas super câlin, il a des tas de choses à faire, il a besoin de jouer et tout. Plus il va comprendre qu'on le respecte, plus il va devenir câlin. Et c'est souvent la difficulté, c'est que les gens ils perdent un chat qui est mort à 16 ans ou à 17 ans et ils ont le souvenir des 6 ou 7 dernières années où leur chat était très très câlin. Parce qu'il avait la relation s'était construite au fil du temps et s'était améliorée. Et ils ne se souviennent plus comment il était les 2 ou 3 premières années. Et quand ils reprennent un chat, ils sont un peu déçus de devoir recommencer un peu à zéro la construction du lien. Et entre chats, vous l'avez vu, ce n'est pas gagné du tout. Mais on peut vraiment proposer des échappatoires et ça peut être bien. Voilà. À retenir... N'oubliez pas vraiment, évidemment, l'attachement, mais le double statut proie-prédateur. N'oubliez pas le carnet rouge. Hein, tous les chats en ont un. Si vous avez ce soir fouillé votre chat, vous allez le trouver. Et chaque jour, il peut s'ouvrir. Juste un dernier mot, hein, si le livre s'appelle « La folie des chats », à côté, évidemment, parce qu'il y a des choses autour de comment on s'est retrouvé avec 15 millions de chats en France. C'est quand même incroyable. On est le seul pays où il y a 2 fois plus de chats que de chiens. On est aussi le seul pays où il y a des RTT qui permettent de partir 3 jours en week-end et on ne laisse pas un chien, on laisse un chat. Et puis, je crois que ça, c'est pas très sympathique, mais il y a aussi un côté où le chat, il correspond aux valeurs du moment. Je veux dire, ce simple fait, ce qu'on a dit, le fait de ne pas se laisser toucher s'il n'a pas donné la permission, c'est quelque chose qui est très iconique en ce moment, le respect du corps, hein, et pour lesquels les chats pourraient être des emblèmes. Hein. Mais à côté de notre engouement, les chats peuvent être réellement fous. Hein, je vous l'ai dit, on a des chats bipolaires, on a des chats dissociés, ça arrive. De plus, je salue les propriétaires de chats comme ça qui vraiment souvent ont beaucoup de courage et cherchent à trouver des solutions. J'ai mis dans le livre plusieurs exemples. Un qui finit mal
parce que c'était un chat qui était extrêmement dangereux, qui envoyait plusieurs personnes à l'hôpital. Une autre qui finit bien, alors que c'était un chat aussi avec un trouble psychiatrique. Les gens ont toujours su garder, ont toujours su comprendre le moment où la crise bipolaire allait arriver. À ce moment-là, on mettait le chat de côté, on faisait attention. C'est des chats quand même, hein. Là, les gens me racontaient, ils disaient plus personne ne bouge dans la maison. Hein. Souvent, le père s'en rendait compte, il disait plus personne ne bouge, notamment quand il était à table. Le chat était sur le buffet avec les yeux dilatés. Si quelqu'un bougeait, il se faisait attaquer et blesser. Donc là, on était le chat, hop, on allait le mettre dans une pièce et pendant 2-3 jours, il était traité tout le temps. Ce chat, il a été gardé plus de 12 ans par les gens. Il est mort d'autre chose. Donc oui, bien sûr, on peut traiter. On ne peut pas toujours, dans le cas d'Hannibal, dans le livre où Hannibal attaquait que les femmes, mais a blessé vraiment beaucoup de personnes. Et vraiment avec des moments où il changeait de monde. Il était dans un autre monde. Je ne sais pas ce qu'il voyait, mais il les attaquait, il les blessait. C'est un cas qui avait été intéressant parce que les gens étaient persuadés que c'était parce que le chat ne pouvait pas sortir. C'était dangereux. Et donc, ils l'ont gardé jusqu'à, une fois de plus, pouvoir avoir une maison. Et il m'avait écrit assez heureux en disant, voilà, ça fait 2 mois qu'on a déménagé, il n'y a plus jamais eu d'attaque du chat, il y a même des amis IES qui ont pu revenir à la maison. Vous voyez, on vous l'avait bien dit, c'était le fait d'être enfermé. Et 15 jours après, j'ai reçu un mail en disant, on a de nouveau une amie à l'hôpital et là, on va arrêter de jouer, quoi. Voilà. On peut les soigner. Mais je voulais vous dire aussi, surtout, n'oublions pas, vivre avec un ou des chats, en fait, c'est un plaisir fou. Je vous remercie. Et quand on les éduque en positif, on peut leur apprendre des tas de choses. Je vous remercie. Alors, des questions. Il y a des questions qui sont arrivées, mais est-ce qu'il y a une question dans la salle ? On va alterner. Dans les questions reçues, il y en a une que j'avais trouvée très jolie qui était « Comment sait-on si notre chat nous aime ?» Est-ce qu'on peut savoir si notre chat nous aime ? C'est joli comme question. Et en fait, là, je vous ai un peu donné la réponse, c'est-à-dire que, bien sûr, on peut le savoir parce qu'il va rechercher la proximité. Ce qui fait la définition de l'être d'attachement, c'est que c'est un être où on cherche à être près de lui. On ne cherche pas forcément à être caressé, on ne cherche pas forcément à être touché, mais on veut être près de lui. Donc, si votre chat régulièrement vient se mettre près de vous, vous pouvez être sûr qu'il vous aime. Et pour les chats qui ont des propriétaires qui ne peuvent pas s'empêcher de les tripatouiller, qu'est-ce qu'ils font souvent ? Ça m'amuse toujours, c'est vraiment un signe maintenant que je repère. Les gens me disent, en fait, ce chat, il est câlin que la nuit. La nuit, il vient et il se couche là, sur mon oreiller. Ah ben bien sûr, parce que la nuit, il sait que vous dormez et que vous n'allez pas le toucher. Et donc, il peut donner la proximité, il peut venir au contact sans être touché. D'accord ? Celui-là, vous pouvez être sûr qu'il vous aime. Et du coup, il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que l'anxiété de séparation existe chez le chat ? On appelle ça des autonomopathies. Maintenant, souffrance à cause de l'absence d'autonomie. Oui, on en voit de plus en plus. C'est vrai qu'il y a quelques années, on disait, autant ça existe beaucoup chez le chien avec vocalise, destruction, malpropreté. Est-ce que ça existe chez le chat ? On voit de plus en plus de chats avec souvent des symptômes, là encore, dans l'inhibition. J'ai un souvenir très précis d'un chat noir. Les gens sont partis 3 jours en week-end, ils sont revenus, il était noir avec la queue blanche. Il s'était léché, il avait enlevé tous les poils de la queue. Donc, activité substitutive, léchage compulsif, signe d'anxiété permanente. Donc, oui, ça, on peut appeler ça une anxiété de séparation sans aucun doute. Donc, oui, ça existe. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Oui, monsieur. On va vous apporter un micro. Donc, ma question, c'est de savoir si lorsqu'ils font des rêves, les chats, est-ce qu'ils peuvent marquer certains faits de leurs rêves dans le fameux carnet rouge, comme par exemple la présence de quelqu'un, ou pas ? Alors, l'équipe, le rêve a été décrit chez le chat, je vous disais tout à l'heure, le sommeil paradoxal. Et là encore, c'est une autre époque. Je crois qu'il ne faut pas juger les faits qui se sont passés il y a 50, 60 ans. L'équipe de Jouvet à Lyon a fait des études très précises sur les rêves des chats et en détruisant une petite partie de leur cerveau qui s'appelle le locus coeruleus, qui est l'endroit qui inhibe. Vous savez que quand on rêve, en fait, on a un électroencéphalogramme de veille, comme si on était en train de
de faire des tas de choses. Et quand on détruit cette partie du cerveau, en fait, on n'est plus inhibé, donc on fait les choses. Donc, ils ont vu à quoi rêvaient les chats. Et ils ont vu à quoi rêvaient les chats, et une de leurs surprises, c'est qu'il n'y avait aucun rêve sexuel. Mais l'histoire ne dit pas s'ils n'avaient pas que des chats castrés, donc c'est quand même un peu dommage. Et puis, ce n'est pas une espèce dans laquelle la sexualité est quotidienne ou est fréquente. Et par contre, les chats rêvaient à la chasse. Donc, ils voyaient énormément de rêves de chasse. Ils les voyaient se mettre à l'affût, se ramasser, bondir sur une proie imaginaire. Et ils faisaient des rêves d'agression où ils se faisaient agresser et où ils devaient fuir. Donc, en principe, le rêve, il sert à ça. Il sert surtout à ne pas mettre dans le carnet rouge. Le rêve, il sert à métaboliser. Et quand on fait, nous, par exemple, des cauchemars récurrents, c'est que nos rêves ne nous permettent pas de classer cet événement, qu'il a été trop traumatisant, par exemple. Mais il arrive à dissocier le rêve de la réalité ? Bien sûr. Enfin, en tout cas, le cerveau, il est en mode analogique. À ce moment-là, il va très, très, très vite. Il tourne 100 fois plus vite que quand on est réveillé. Et il classe. Il classe les éléments. Et donc, ces éléments-là ne vont pas créer la phobie à ce moment-là. Mais par contre, s'ils reviennent régulièrement, ça veut dire que ce qui s'est passé était très fort, par exemple, et que c'est inclassable. D'accord. Donc, s'il rêve que je le maltraite et le lendemain, il me voit, il me fuit, c'est possible que c'est un rêve récurrent, si c'est le cas. Vous voulez dire, est-ce qu'il peut se souvenir que dans son rêve, vous l'avez maltraité ? Honnêtement, je ne crois pas. Il faut arrêter de taper dessus. Vous évoquiez le mimétisme des chatons lorsqu'ils sont petits et que la maman recouvre au niveau de la litière. Pour les chatons qui sont orphelins en famille d'accueil, pensez-vous que la famille d'accueil puisse gratter la litière ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. On peut à la fois accompagner sa patte, mais on peut se mettre à côté, gratter, recouvrir, faire semblant de sentir. Bon, c'est plus ou moins ragoûtant, mais oui, ils imitent aussi ça. Pour vous donner la capacité d'imitation des chatons, il y a une publication très jolie qui est sortie il y a quelques temps, des chats. Les chats vocalisent. Dans la nature, soi-disant, les chats arrêtent de vocaliser vers 4-5 mois parce qu'ils n'ont plus de raison de vocaliser. Vous savez, les mères utilisent des vocalises particulières. Je ne sais pas si vous faites ça avec vos chats, mais ça crée souvent une relation sympa. Ça fait faire mrr, mrr. Les vocalises maternelles sont des vocalises à bouche fermée qui sont apaisantes. Donc, quand je dis ça à mes confrères, des fois, je leur dis, mais n'hésite pas, sur la table de consultation, fais mrr, mrr au chat, ça va les apaiser. Ils se disent, bon, lui, il est bizarre. Et les chats répondent au sourire. Je ne sais pas si vous savez ça aussi, au vrai sourire. Ce qu'on appelle le sourire de Duchenne, le sourire qui nous fait plisser les yeux comme ça. Dans 50% des cas, les chats répondent en clignant des yeux aussi. Et si vous repensez au côté proie-prédateur, si on cligne des yeux, pendant un moment, on ferme les yeux, on perd le contrôle de l'autre en face, donc c'est une marque de confiance. Et pour revenir à ma publication, nos chats continuent à vocaliser toute leur vie, et ils ont analysé les vocalises des chats américains, des chats allemands et des chats japonais. Ils ne parlent pas pareil. Ils ne parlent pas pareil parce que ce qu'ils imitent, c'est les vocalises qu'ils entendent. Et donc, ils ont un accent américain ou allemand ou japonais. C'est pour ça que vous trouverez sur Internet des tas de dames américaines qui sont persuadées que leur chat les appelle maman, parce que les chats font « Mami, mami ». Alors, en japonais, je ne sais pas le dire. Alors, le temps que vous réfléchissiez, une autre question. Comment dissuader un chat qui fait des marquages fécaux de refaire au même endroit ? Donc, les chats qui laissent des crottes, c'est assez rare comme marquage. Ça peut arriver. Quand les chats font des marquages fécaux, généralement, ils les font en hauteur. Donc, c'est particulièrement apprécié par les personnes. C'est-à-dire, c'est sur la pile de linge propre, sur la coudoir du canapé. D'accord ? Donc, pour les gens, c'est pas trop cool. Mais très souvent, ce que les gens appellent les marquages fécaux, c'est des selles en dehors de la litière. Je crois que le cas le plus fréquent qu'on voit, c'est juste à côté de la litière. Et juste à côté de la litière, ça veut dire cette litière ne me convient pas. Elle n'est pas assez propre, elle n'est pas assez grande. Une bonne litière, vous l'avez vu, c'est passé rapidement, mais une bonne litière, ça doit faire 1,5 fois la taille du chat. 1,5 fois la taille du chat, il y a 10 ans, ou 15 ans, un chat, ça faisait 3,7 kg en moyenne. Aujourd'hui, ça fait 4,8 kg en moyenne. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes bacs. Pour les chats, il faut avoir des bacs beaucoup plus grands. D'accord ? Donc, vraiment, malpropreté fécale,
il faut regarder la litière. Une autre question dans la salle ou... Vous avez dit qu'il y avait plus d'hospitalisation d'humains par attaque de chat que par attaque de chien. Oui. Mais alors, on n'en entend jamais parler. Enfin, moi, non. c'est un truc que je ne savais pas du tout. Et on se focalise toujours sur les chiens dits dangereux. Comment vous expliquez ça? Le fait, un, qu'on n'en parle pas, et deux, qu'il y a plus d'agressions de chats. On n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de chat qui attaque les gens dans la rue. Ça se passe toujours en milieu intrafamilial, mais j'ai un confrère qui est lieutenant-colonel des pompiers et qui nous raconte les coups de fil qui sont hallucinants, avec les gens qui disent, on entend le chat derrière, hein, on entend le chat, et les gens disent, venez me sauver, le chat veut me tuer. Hein, donc dans ces épisodes de ce qu'on appelle des phases maniaques, hein, d'état bipolaire, les chats sont hors d'eux et sont prêts vraiment à attaquer, à blesser gravement les chats. Donc du coup, c'est de la sphère privée. C'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler, parce que si les chats faisaient ça dans la rue, vous en entendriez parler. Voilà. Mais oui, il y a plus de chats, il y a une prévalence qui est faible, mais du coup, ça fait quand même des dégâts. Vous venez de parler de marquages fécaux et moi j'ai essayé d'analyser pourquoi j'avais un de mes chats qui avait des marquages fécaux. J'ai, comme vous le proposiez, essayé toutes sortes de litières, de composants et de formes de litières ouvertes, fermées, en hauteur, etc. Mais j'ai constaté une seule chose, c'est qu'en fait, mon chat, quand il est avec moi, quand je l'emmène en expo, quand je l'emmène en week-end, je suis éleveuse, hein, donc, mais il ne fait jamais. C'est-à-dire que c'est un mâle entier, donc il a aussi des marquages urinaires. Mais si je l'emmène et que je fais attention, je le laisse dans la salle de bain parce que je veux pas être blacklisté booking ou autre de type de réservation, j'ai jamais ni un marquage urinaire ni un marquage fécal. Et pourtant, vous imaginez bien que les litières que j'emporte, elles sont petites. Alors elles sont propres. Oui, mais là, du coup, voilà. il est plus du tout dans son territoire. Il est plus du tout dans son lieu de vie, donc il est obligé de s'adapter. Moi, je l'avais analysé plutôt comme je suis pas content d'être séparé parce que, comme beaucoup d'éleveurs, j'ai séparé mes mâles pour éviter de vivre dans une pissotière, quoi. Voilà. Ouais, c'est compliqué, hein, mais effectivement, de toute façon, vous dites il y a aussi du marquage urinaire, donc là, c'est un chat qui marque beaucoup. Il peut faire aussi des marquages fécaux comme ça. Les cas, je passe 1 heure en consultation ou 1h15, je ne vais pas vous le résoudre en 3 minutes. Bien sûr. Mais oui, pistes, il faut reprendre toutes les caractéristiques des caisses et puis effectivement voir comment il vit et voir est-ce qu'il y a de la restriction d'espace qui, à certains moments, peut l'amener à protester, si on peut dire. Ça peut être de la protestation, c'est ça ma question. Chez certains chats, dans des cas comme ça, en plus un chat mâle qui a un certain rôle dans le groupe et tout, s'il peut plus, c'est une protestation qui chez le chat est toujours liée au fait que on ne me laisse pas contrôler mon territoire. On ne me laisse pas contrôler l'ensemble de mon territoire. Exact. Et à ce moment-là, je peux protester. Une dernière ? Allez, une dernière pour la route. Alors, une dame qui me dit « Mon chat Maine Coon de 2 ans ne veut boire qu'au robinet du lavabo de la salle de bain, alors qu'il y a 2 fontaines à la maison. Et il risque de se déshydrater. Peut-il se déshydrater si je n'accède pas à sa demande d'ouvrir et de fermer le robinet ?» En fait, il ne va pas se déshydrater parce qu'elle ouvrira toujours le robinet, cette dame. Hein ? Ils sont tellement forts pour ça. Hein, et oui, il y a beaucoup de chats qui préfèrent l'eau courante. Ça, c'est un des seuls éléments qui était significativement différent dans l'enquête d'Uriel, c'est que les chats qui ne sortaient pas préféraient boire à l'eau courante, au robinet, plutôt que les chats qui sortaient, qui sans doute, eux, trouvaient des flaques ou des rivières ou autre chose à l'extérieur. Et ceux qui restaient à l'intérieur, souvent, ils aimaient beaucoup venir demander qu'on leur ouvre le robinet. Il y en a qui adorent les fontaines, il y en a que le bruit des fontaines dérange. Donc voilà, autant de chats, autant de possibilités. Ah oui. Oui, alors moi j'ai 2 chats, enfin un mâle et une femelle. Ce sont des chats européens, comme on dit, que j'ai récupérés dans les bois. Pas
pas ensemble. Ils ne vivaient pas ensemble au départ. Et maintenant, j'ai les deux. Et j'ai un très gros problème, c'est pour les emmener chez le vétérinaire, parce qu'il faut que je me batte avec eux pour arriver à les mettre dans la boîte. Et du coup, je les emmène que quand vraiment c'est nécessaire. Donc, je ne les fais pas vacciner régulièrement, notamment. Et j'ai remarqué qu'un jour, fort heureusement pour moi, je pense, par rapport à ce que vous dites sur les attaques de chats, j'ai réussi à mettre la femelle dans la boîte en premier. Et quand j'ai essayé d'attraper le mâle pour le mettre dans sa boîte aussi, dans une autre boîte, évidemment, pas dans la même. En fait, la femelle se débattait tellement dans la boîte qu'elle s'est arraché une griffe. Et je pense que si je l'avais pas mise dans la boîte, qu'elle m'aurait attaquée, en entendant les cris de détresse du mâle. Bien sûr. Il y a une contamination émotionnelle. Forte. Voilà. Ouais. Et c'est hyper stressant pour moi parce qu'à chaque fois que je me dis il va falloir que j'emmène l'un ou l'autre tous les deux chez le vétérinaire, je suis moi-même très stressée bien longtemps avant. Ça sera une jolie question de conclusion, parce que les vétérinaires essayent vraiment de changer ça. En 2008-2009, quand il y a eu une grande crise financière, les vétérinaires américains ont perdu 25% de consultations, dont 50% de consultations de chats. Et donc, ils se sont posé la question, pourquoi les gens, finalement, ne viennent pas avec leurs chats ? Et à 42%, quand ils ont fait une enquête, les propriétaires ont répondu « Nous ne venons pas parce que notre chat déteste le vétérinaire. » Le mot en anglais, c'était « hate ». Il le hait, il le déteste. Et donc, évidemment, comme vous, on se dit « Mon Dieu, s'il faut amener le chat, ça va être compliqué ». C'est une question d'éducation aussi, de nous tous, d'apprendre au chat, par exemple, que la caisse de transport, elle doit être toujours à disposition, toujours ouverte dans la maison. Il doit y avoir des jouets, il doit y avoir de la nourriture. Et la caisse de transport, elle doit devenir un refuge. Elle doit devenir un havre de paix pour le chat. Ce qui fait que le chat, pour lui, ça ne va pas être tout de suite le traumatisme de se dire « on me met dans la caisse, c'est que je vais chez le véto ». Et pour moi, ça a toujours, bien avant de me jeter dans le comportement, je me suis toujours dit que les chats étaient un peu plus malins que les chiens parce que la caisse, elle a une valeur différente chez eux et à la clinique. Chez eux, elle veut dire on va chez le véto. À la clinique, elle veut dire on rentre à la maison. Et donc, les gens me disent mais c'est incroyable parce que nous, on a mis 2 heures pour le rentrer. Vous ouvrez la porte et il rentre. Mais bien sûr, et là, il sait qu'il repart. Donc, il n'y a pas de doute. Mais entraînez-les. Tout petit, dites-le à tout le monde autour de vous, tu as un chaton, mets une caisse de transport ouverte dans la maison, que le chat puisse y aller tout le temps, qu'elle soit balisée, qu'elle soit rassurante. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile. Faites-leur des entraînements aux soins, mettez-les sur une table, faites bouger les choses, les pinces pour couper les ongles, faites comme avec une cuillère, comme le fait de toucher les oreilles, comme quand le vétérinaire va mettre l'otoscope. Habituez-les. N'oubliez pas, les chats, leur phénomène, leur vulnérabilité principale, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire c'est le fait de réagir de pire en pire. Donc pour lutter contre ça, il faut au contraire faire de l'habituation. Et ça, on le fait qu'en faisant 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, des manipulations qui vont faire que ça ne va plus déclencher aucune émotion. Et à ce moment-là, ce chat qui va être plus facilement manipulable, en plus, il sera mieux soigné. Merci. Je vous remercie.